la une de l'actualité ce soir, environ 400 000 candidats pour concourir pour l'obtention du premier diplôme de fin d'études primaires cette année au Burkina. Le ministre de l'Éducation nationale a procédé au lancement officiel dans une école à Koubri, à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Et puis, les résultats sont attendus pour le samedi prochain à Nos-Ton. Un magistrat de grade exceptionnel pour diriger la Cour des comptes au Burkina Faso, Jean-Émile Somda, est désormais le premier président de la Cour des comptes. Il veillera au grain pour une bonne gestion des finances publiques. Un cadeau de 2 hélicoptères à l'armée burkinabé, un don de la Chine-Taïwan qui doit aider au renforcement des capacités de l'armée de l'air dans ses missions de maintien de paix et de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères qui était présent à la remise de ces aéronefs, Alpha Bari, est notre invité. Il vient nous parler de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Une chronologie de l'histoire politique récente du Burkina, analysée dans un ouvrage collectif. Le livre détaillait les causes de l'insurrection populaire d'octobre 2014, la transition et la première année de gouvernance du président Kaboré. Tout cela analysé sous forme de rétro-images. À suivre dans ce journal, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le lancement des épreuves écrites et sportives du certificat d'études primaires au Burkina Faso. Environ 400 000 candidats concourent pour l'obtention du premier diplôme de fin d'études primaires cette année au Burkina. Et pour le côté officiel, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a procédé au lancement officiel dans une école à Koubri. Les résultats sont attendus pour samedi prochain. Nongbakouda ou Marzombré. École Nagaré A de Koubri. Il est 7 heures. Le ministre de l'Éducation, Jean-Martin Koulibaly, ciseaux en main, dévoile ici le premier sujet de l'examen du certificat d'études primaires CEP. Épreuve de rédaction, 10 points, durée 1 heure, coefficient 1, sujet. Ton école a organisé une journée de plantation d'arbres. Raconte. À 7h30, les hostilités démarrent. À l'instar de ses élèves, plus de 368 000 candidats répartis dans plusieurs centres à travers le pays prennent part à cette session du CEP 2017. Je souhaite à toutes ces jeunes filles et jeunes garçons à travers tout le Burkina une excellente chance. Ce sont ces jeunes-là qui sont l'avenir de notre pays. Cette année, plus de 52% des candidats sont des filles. Ça veut dire que les filles aujourd'hui accèdent, en tout cas pour ce qui est du primaire, à l'école de la même façon que les garçons. Égalité de chance donc pour les candidates et candidats à ce tout premier diplôme qui ouvre les portes des lycées et collèges. Les résultats sont attendus au plus tôt ce samedi. En attendant de récolter leur diplôme, plume en main, ces candidats devront planter les graines, surtout les bonnes graines de leur savoir, sur ces feuilles de composition. Il s'appelle Jean-Émile Somda, il est magistrat de grade exceptionnel. Il est désormais le premier président de la Cour des comptes au Burkina. Il veillera au grain pour une bonne gestion des finances publiques. Il vient d'être installé ce matin dans sa fonction au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le film de la cérémonie avec Abouakar Sayon. Magistrat de grade exceptionnel, Jean-Émile Somda est désormais le premier président de la Cour des comptes. À 61 ans, il a la lourde responsabilité de veiller à la bonne gestion des deniers publics mis à disposition des structures étatiques et des collectivités territoriales. La Cour des comptes assiste également l'Assemblée nationale dans le contrôle des lois des finances. L'argent se fera, nous ne sommes pas un pays très riche, donc nous devons faire en sorte que les sacrifices qui sont consentis par les contribuables, l'argent qui rentre dans les caisses, soit bien utilisé. Nous allons travailler à la fois à sensibiliser, mais également, quand il le faut, à sanctionner. L'installation du premier président de la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques s'est faite en présence du président du Faso, garant de l'institution judiciaire. Ce que nous souhaitons seulement, c'est que la Cour des comptes applique la loi, fasse son travail conformément aux prescriptions qui lui ont été données. Je crois que c'est ce que nous attendons, puisque aujourd'hui, au centre de toute l'activité gouvernementale, se situe la bonne gouvernance à tous les niveaux.
soit politique, économique, financière. Jean-Émile Somda a été nommé par décret présidentiel le 17 mars 2017 après un appel à candidature. Il est nommé pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Il remplace Raymond Poda qui assurait l'intérim depuis septembre 2016. Et puis la Société financière internationale renouvelle son engagement à soutenir le développement du Burkina Faso. La SFI prévoit cette année une assistance financière de plus de 100 millions de dollars au profit du Burkina. Le vice-président de la FSI est allé traduire cet engagement au président du Faso cet après-midi même au palais de Kosiam. Le point est avec Nathalie Kaoré et Roger Kam. Aider au développement du Burkina Faso constitue l'une des priorités de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. C'est le vice-président de la SFI qui l'affirme après l'avoir signifié au président du Faso. À cette audience, il a réitéré l'engagement de l'institution qu'il dirige à soutenir les actions de développement entreprises par le gouvernement burkinabé. Et ce soutien va se manifester dans le domaine du secteur privé. Le secteur privé est celui qui va effectuer le développement économique. Et pour ça, il faut créer les conditions et il faut créer les espaces pour l'investissement, où nous aimerons augmenter notre engagement au Burkina. Cette année-ci, nous allons avoir des financements de plus de 100 millions de dollars, de financements nouveaux. Et dans le futur, on aimerait bien augmenter ça pour une 50% et plus annuel. De son côté, la Chine-Taïwan vient en aide au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Avant la remise officielle de 2 hélicoptères à l'armée burkinabé, le chef d'état-major de l'armée de terre de Taïwan est venu traduire au président du Faso l'engagement de son pays auprès du Burkina Faso pour relever les défis sécuritaires du moment. Et avant de poursuivre cette information, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, se rendra au Caire en Égypte le 7 juin 2017 pour une visite d'amitié et de travail. Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et l'Égypte sera au menu de cette visite au cours de laquelle plusieurs dossiers seront examinés. Au Caire, le chef de l'État s'entretiendra avec les plus hautes autorités égyptiennes, dont le président Abdel Fattah al-Sisi. La Chine-Taïwan fait don de 2 hélicoptères à l'armée burkinabé. Un don qui doit aider au renforcement des capacités de l'armée de l'air dans ses missions de maintien de la sécurité. C'est le ministre Jean-Claude Bouda qui a reçu ces 2 aéronefs au nom du gouvernement burkinabé. Les hélicos ont été assemblés sur place à Ouagadougou avec l'aide d'une équipe d'experts chinois. Vincent Tiendrebego. Ceci n'est pas un jouet. La République de Chine-Taïwan offre 2 hélicoptères aux forces armées nationales burkinabé. À la base aérienne 511, le ministre burkinabé de la Défense et des anciens combattants réceptionne les 2 appareils et procède à un vol inaugural. À partir d'aujourd'hui, ces 2 hélicos appartiennent à l'armée burkinabé. Donc avant, il y a la formation des maintenanciers burkinabé aussi, soit à Taïwan, soit ici. Voilà. Et maintenant, c'est à vous, les techniciens burkinabés, qui continuent à faire la maintenance. Ces hélicoptères de fabrication américaine peuvent porter chacun 3 mitrailleurs ou transporter 14 personnes, 7 civières ou de la charge avoisinant 2 tonnes à une vitesse de 230 km/h pour une distance maximale de 330 km. Ils peuvent donc servir à des missions de paix, d'aide humanitaire ou de sécurité. C'est très bien pour les opérations d'infiltration à l'intérieur. Et quand on va armer ça, on va mettre l'armement là-dessus. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les interventions, les poursuites, les interceptions, ça serait efficace. Ces aéronefs tombent à pic, en renfort aux capacités d'intervention de nos forces armées nationales contre les menaces terroristes. Dans le contexte actuel, nous ne pouvons que saluer l'arrivée de ces 2 appareils-là qui vont contribuer efficacement à renforcer nos capacités
dans la lutte que nous menons sans relâche contre le terrorisme dans la partie nord de notre pays. Le chef d'état-major de l'armée de l'air taïwanaise a fait le déplacement de Ouagadougou à la tête d'une délégation d'officiers militaires pour la remise des hélicoptères et les officiels des deux pays de saluer une vitalité de leurs relations d'amitié et de coopération. Voilà des appareils qui vont certainement aider l'armée dans sa lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale a d'ailleurs marqué sa présence à cette cérémonie. Alpha Barry est également avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Une présence certainement qui témoigne de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et l'ancienne île de Formose. Taïwan est un ami et partenaire du Burkina, c'est un ami qui nous accompagne dans le développement, qui nous accompagne également devant les défis de sécurité auxquels nous faisons face en ce moment et face à d'autres défis également. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez important, l'acquisition de ces 2 hélicoptères qui vont beaucoup aider notre armée à se projeter facilement dans la partie nord du pays, à d'autres endroits aussi, mais principalement dans la partie nord où on est confronté à des actes de terrorisme. Donc c'est quand même un point important, il fallait le marquer. Oui, il fallait le marquer. Vous étiez à Bamako également dans le cadre d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel. Le G5 Sahel regroupe les pays du Sahel pour mutualiser les ressources et les forces dans la lutte contre le terrorisme. Mais de quoi a-t-il été question concrètement à Bamako? Alors là, c'est une réunion entre le ministre des Affaires étrangères et la haute représentante de l'Union européenne, Mme Federica Mogherini. C'est la 3e rencontre du genre et c'était la première fois qu'on se retrouvait en Afrique, quelque part au Sahel, dans l'un des pays concernés, les 5 pays du G5. Et nous avons discuté de ce que l'Union européenne peut apporter au G5 du Sahel et nous avons eu quelque chose de concret, c'est-à-dire une aide de 50 millions d'euros que s'engage l'Union européenne à apporter au G5 du Sahel. Et bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut applaudir, mais nous avons insisté sur 2 choses. 1, il faut que cette aide soit disponible tout de suite, et 2, éviter beaucoup de lourdeur, que ça passe par d'autres intermédiaires, d'autres institutions intermédiaires, parce que l'expérience que nous avons, c'est que l'Union européenne a déjà apporté une aide à la force qui opère dans le bassin du lac Tchad il y a 3 ans, et jusque-là, cette force n'a pas encore pu avoir un COPEC, si on peut s'exprimer ainsi, et donc il est important, compte tenu des défis, des urgences qu'il y a, qu'on aille vite dans cette aide, dans le décaissement de cette aide, pour rendre opérationnel au plus vite donc nos forces conjointes sur le terrain. Oui, en dehors de cette aide, vous avez également parlé d'importantes décisions, notamment le renforcement des effectifs sur le terrain. Bon, ça c'est plutôt les états-majors, les chefs d'état-major des 5 pays qui ont décidé de porter à 10 000 donc, les effectifs devant opérer dans la région. Et nous avons axé notre réunion sur les aspects de coopération. Et il est important que le G5 soit soutenu parce que nos pays sont à bout de souffle. Déjà que c'est des pays qui ont des ressources limitées. Et donc, au-delà de l'Union européenne, nous avons demandé que les autres partenaires puissent suivre. On a déjà de bons échos avec la France, avec l'Allemagne. Le chef de l'État, le président Roch Kaboré, était en Allemagne en mars. Et donc les entretiens avec la chancelière Angela Merkel ont porté des fruits. C'était la même chose avec le président Hollande. Et nous nous réjouissons que le président Macron
ait emboîté le même pas et donc suit les décisions qui ont été déjà prises et est même engagé à faire beaucoup plus pour le G5. Mais nous avons quand même demandé à l'Union européenne de pouvoir entraîner d'autres partenaires avec elle parce que la sécurité du Sahel, c'est aussi la sécurité de l'Europe et c'est aussi la sécurité du monde entier. Oui, et dans cela, il y a 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger, qui ont quand même une spécificité. Ils partagent des frontières communes et souvent poreuses dans la lutte. Est-ce que vous avez discuté de ces questions? Oui, dans tous les cas, la stratégie du G5 Sahel est basée sur la sécurisation des frontières, des bandes frontalières. C'est-à-dire qu'on a divisé cela en trois fuseaux. Il y a le fuseau ouest entre la Mauritanie et le Mali. Il y a le fuseau est entre le Niger et le Tchad. Et puis la partie qui nous concerne, c'est-à-dire les 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Et comme il y a déjà eu des opérations conjointes entre ces pays, notamment récemment avec la force, enfin l'opération Panga, donc on peut espérer que déjà il y a une expérience en la matière. C'est le cas pareil aussi entre le Tchad et le Niger, puisqu'ils opèrent déjà avec la force qui est basée dans le bassin du lac Tchad. Pareil entre également le Mali et la Mauritanie. Donc il n'y a pas de crainte à ce niveau. Je pense que ce sont des armées qui se connaissent. Maintenant, le tout est d'avoir les moyens et j'allais dire les échéances qui viennent, c'est d'abord obtenir un mandat du Conseil de sécurité. Bon, certains membres du Conseil de sécurité pensent que ce n'est pas nécessaire puisque les pays s'entendent déjà entre eux, mais ces États, nous estimons que c'est important qu'il y ait ce mandat. Et nous avons parlé avec la plupart des pays. Moi, j'étais en Russie en février et d'autres aussi sont allés voir d'autres pays, membres permanents et membres non permanents. Et donc, après ce mandat, il y a aussi un sommet qui est projeté pour le 2 juillet à Bamako avec le président Emmanuel Macron. Et ça va être aussi une étape importante, un moment fort aussi dans la coopération internationale avec le G5. Oui, juste pour terminer, Monsieur le ministre, une question qui n'est pas en lien avec la rencontre du G5. Vous avez reçu une lettre d'un Camerounais qui a dû s'adresser à l'ambassade de France à Kigali pour obtenir son visa pour le Burkina. Qu'en est-il exactement? De quoi retourne cette affaire? Oui, bon, en fait, il s'agit là de vieux accords qui existent depuis des dizaines d'années. Vous savez, les réalités d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 40 ans, 50 ans. Dans nos pays, pour avoir un accord avec un pays, d'abord, il fallait que des pays soient représentés. À certains endroits, ce n'était pas gagné d'avance pour les pays africains. Ensuite, il y a qu'un visa est accompagné d'un droit de perception. Et le droit de perception aussi, il faut pouvoir s'entendre sur les taux d'échange, les transferts, s'assurer que celui qui va prendre l'argent va vous l'envoyer. Tout ça, c'est pas sûr parce que parfois nous faisons face même à des consuls des consuls honoraires à qui on donne le droit de perception et puis il y a des détournements d'argent. Donc, maintenant, politiquement, ça peut paraître aujourd'hui ennuyeux, j'en conviens. Bon, mais c'est des vieux accords que nous avons trouvés. On va travailler à les changer. Mais le plus important déjà, à mon avis, c'est que il y a le fait qu'on puisse prendre un visa quelque part. Parce que vous voyez ici, quand vous voulez un visa pour l'Angleterre, vous êtes obligé d'aller passer des nuits et des journées entières, plusieurs jours à Accra, ou pour l'Italie, vous partez passer une semaine à Abidjan. Et déjà, s'il y a une possibilité qui existe, ça, il faut déjà le saluer. Mais dans la pratique, ce qu'on voit aussi, c'est que les étrangers peuvent arriver au Burkina, peuvent avoir un visa à l'aéroport. Parfois même, on vous laisse rentrer à l'hôtel et plus tard, vous revenez chercher votre passeport. Bon, donc,
c'est un pays qui offre quand même des facilités aux visiteurs, mais on peut faire mieux, on essaiera de le faire. Merci à vous, M. Alpha Bari, d'être passé. Je rappelle que vous êtes venu nous entretenir sur la rencontre des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel tenue récemment à Bamako. Vous restez avec nous pour cette édition et puis cette série de meurtres dans le Sahel du Burkina. Dans la nuit du vendredi à samedi, des individus armés et non encore identifiés ont perpétré une série de meurtres ciblés dans 3 villages du Soum, Pétéga, Pogol et Kouroumpel. 5 personnes ont été tuées dans ces villages. Des détails avec Bernard Diasso. C'est une famille encore sous le choc. Ce dimanche 4 juin 2017, à Pétéga, dans la commune rurale de Nassumbu, le chef de la famille, Abdoulaye Tamboura, âgé de 61 ans et cultivateur de profession, a été abattu à son domicile par des individus armés. C'était dans la nuit du vendredi à samedi dernier. Ici, à Pogol, à 8 km de Pétéga, un autre fait. Un couple et un enfant auraient également été abattus au cours de la même nuit. Autre localité, cette fois-ci, à Kouroupel, à environ 5 km à l'ouest de Pétéga. C'était presque le même scénario. Des individus armés auraient d'abord pris pour cible le conseiller municipal du village. Mais celui-ci ayant pu s'échapper après une course-poursuite à pied, les bourreaux seraient revenus à son domicile et abattu froidement son oncle. Abdoulaye Amadou, lui, était âgé de 62 ans. Pour le moment, les raisons ni les responsables de ces actes ne sont pas encore connus. Cependant, les familles des victimes affirment avoir reçu de l'autorité locale le soutien et la compassion du gouvernement burkinabé. Dans l'actualité ce soir, une visite inopinée du Premier ministre ce matin au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou. Paul Kabatieba, qui est passé dans plusieurs services de l'hôpital, dont les urgences médicales, le service de radiologie, le service d'hémodialyse. Il a pu également voir le scanner hors de service. Le chef du gouvernement burkinabé annonce à l'issue de cette visite des mesures urgentes. Moussa Ouedraogo, Frédéric Etienne Bassenga. Une visite inopinée qui s'achève dans un cafouillage. En pleine visite des infrastructures du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo, Paul Kabatieba est interpellé par le corps médical en sitting pour l'agression d'un de leurs. Après une rencontre improvisée avec le syndicat, le Premier ministre fait des promesses. J'ai pris bonne note que les vigiles, ce n'est pas la solution pour vous. Donc je vais demander au ministre de la Sécurité qu'on trouve soit des CRS, ou des policiers, ou des gendarmeries, ou la gendarmerie pour venir assurer la sécurité. On verra. On va trouver, je vous promets qu'on trouvera une solution de ce genre-là. Voilà. Paul Kabatieba est également interpellé sur d'autres dossiers, notamment les conditions de travail dans cet hôpital. À ces préoccupations aussi, le Premier ministre donne des réponses. Ça me demande plus que vous. Vous venez d'arriver. Moi, je suis là, j'ai plus de 57 ans. Ah, vous voyez que moi, je suis content de ce que je vois. Je suis passé dans tous les services que j'ai vu là. Vous croyez que je suis content? Alors, quand je vous entends parler là, vous croyez que qui est plus révolté que moi ici? Ce que j'ai vu n'est pas acceptable. Et le gouvernement fera tout pour régler. On va reconstruire cet hôpital pour en faire un centre d'excellence dans ce pays-là. Le syndicat sur place appelé à la reprise du travail. Toutefois, il se réserve le droit d'agir si rien n'est fait. Donc le Premier ministre a pris des engagements fermes et nous pensons effectivement qu'en tant qu'autorité, il va respecter ses engagements. S'il ne respecte pas ses engagements, nous allons effectivement faire le bilan au personnel et ensemble on décidera de la conduite à tenir. Le Premier ministre a, avant cette rencontre avec le syndicat, fait le tour du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo. Des urgences médicales à la traumatologie, en passant par l'imagerie et la dialyse, Paul Kabatieba a encouragé les agents de santé et a apporté sa compassion aux malades admis dans ce centre. Nourrir son enfant est un geste naturel et à faible coût, mais une pratique qui n'est pas encore ancrée dans les habitudes de certaines mères allaitantes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moins de 60% des femmes au Burkina pratiquent l'allaitement maternel exclusif. Une pratique dénoncée à l'occasion de la commémoration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Salif Belem, Mounira Kéré.
La semaine mondiale de l'allaitement commémorée à Zorgo dans le plateau central. Une commémoration qui sonne comme un plaidoyer en faveur de l'allaitement maternel exclusif de l'enfant jusqu'à 6 mois après la naissance. L'allaitement maternel permet à un enfant une croissance et un développement harmonieux. Il aura certainement, avec l'allaitement maternel, un quotient intellectuel tellement élevé qu'il va mieux réussir à l'école que tous les autres enfants et être aujourd'hui un agent de développement au Burkina Faso et particulièrement un agent de développement durable. Seul un enfant sur 2 est exclusivement allaité au sein au Burkina jusqu'à l'âge de 6 mois, selon l'enquête nationale de nutrition. Des chiffres en deçà des attentes du gouvernement burkinabé qui ambitionne atteindre un taux d'au moins 80% d'ici à 2025. Beaucoup d'efforts sont faits actuellement pour pouvoir donner les bons messages aux communautés, pour que la pratique de l'allaitement maternel exclusif soit une réalité dans notre pays et qu'elle aille en croissant. Parce que c'est la pratique de l'allaitement exclusif qui est la base d'une bonne nutrition chez l'individu. L'allaitement maternel, une clé du développement durable, c'est le thème de cette commémoration. Et pour que cela soit une réalité au Burkina, les acteurs veulent redoubler d'efforts pour amener les populations à comprendre que le lait maternel est le seul aliment capable d'apporter aux nourrissons tous les éléments nutritifs dont il a besoin. Autre actualité, comment optimiser l'exploitation des infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre dans les régions du Burkina? La question taraude le ministère en charge de l'administration territoriale qui a sollicité l'appui du PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales pour trouver une solution. La réflexion se mène en ce moment à Ouagadougou. Yolande Lompo. De Fada en 2008 à Kaya en 2016, de nombreuses infrastructures ont été réalisées pendant les festivités du 11 décembre dans l'optique de permettre aux chefs-lieux de région de jouer pleinement leur rôle de locomotive et de pôle de développement. Aujourd'hui, des problèmes subsistent du fait de la non-clarification des responsabilités dans leur gestion. Nous pouvons voir des infrastructures qui sont à l'abandon et d'autres sont finalement délabrées. Nous avons décidé ensemble d'organiser cet atelier pour réfléchir autour des questions suivantes. D'abord, à la problématique du financement des infrastructures du 11 décembre. Il y a la problématique du transfert de ces infrastructures une fois réalisées. Au cours de ces 72 heures de réflexion, il sera question pour l'ensemble de ces acteurs de voir quel peut être le mode de gestion le plus approprié pour ces infrastructures dans un souci de rentabilité et de pérennité. Si vous prenez la salle polyvalente au niveau de Kaya, elle est gérée par le conseil régional. Ailleurs, ça peut être une commune qui va gérer. Mais tout dépend de la capacité financière de la commune à pouvoir entretenir du moins cette infrastructure. À Dédougou, par exemple, la gestion a été partagée entre le conseil régional et la commune. Ils s'entendent et puis bon, chacun prend ce qu'il peut gérer. Gawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, accueille cette année les festivités. Et pour clôturer la programmation en cours, les étapes suivantes seront Manga, Tenkodgo, Banfoura. Zignare, chef-lieu de la région du Plateau central, refermera cette commémoration tournante en 2021. Autre titre de l'actualité, ce soir, une chronologie de l'histoire politique récente au Burkina Faso analysée dans un ouvrage collectif. Le livre détaille les causes de l'insurrection populaire d'octobre 2014, la transition et la première année de gouvernance Kaboré. Tout cela analysé sous forme de rétro-images. Présentation avec Maxime Zango. Des mots qui expliquent et relatent une chronologie de l'histoire politique récente du Burkina, des images et surtout des images les plus significatives et des plus pathétiques qui présentent un peuple en ébullition. Voilà résumé le contenu de cet ouvrage de plus de 150 pages. L'intérêt d'une telle œuvre, c'est d'abord de nous permettre de reparcourir cet événement des 30 et 31 octobre 2014 à travers moins de textes, moins d'écriture, mais surtout des images réalisées par plusieurs photographes burkinabés qui ont vécu l'événement et qui ont effectivement contribué à ce qu'on produise cette œuvre-là pour la postérité. L'auteur, Peter Stepan, allemand d'origine, a bénéficié du soutien du Centre national de presse Norbert Zongo et de la collaboration de la Fondation
Friedrich Ebert. C'est vraiment un processus paradigmatique qu'on a vécu ici. Il faut vraiment apprécier cet événement historique et diffuser la parole aux pays africains qui ont vraiment des problèmes avec les dictatures, les semi-dictatures, des dictatures démocratiquement cachées. Acteurs clés et témoins de l'insurrection ont été invités à relater leur expérience vécue. L'origine de ce soulèvement populaire, l'espoir suscité, les insuffisances dans la gestion de l'après-insurrection et bien d'autres thèmes en rapport avec le sujet ont également fait l'objet de panels. En sport, pour les éliminatoires de la CAN 2019, Paulo Duarte, l'entraîneur des étalons, a fait appel à 25 joueurs, dont 5 qui découvrent la sélection nationale pour la première fois. Qui sont-ils et comment se passe leur intégration? Les réponses avec Jean-Modeste Ouedraogo. Il y a des bleus chez les étalons. Arrivés pour la première fois dans l'écurie, ils incarnent le renouveau et la volonté du sélectionneur Paulo Duarte de procéder par petites doses au rajeunissement de son groupe. Ils sont 5 joueurs à franchir pour la première fois la porte des étalons. Mohamed Ouattara d'Ievra, sociétaire de l'étoile filante de Ouagadougou, poste latéral gauche. Puis Mohamed est prêt, c'est à moi de travailler très dur pour montrer au coach que je suis prêt à jouer. Paulo Duarte a fait également appel à un jeune prometteur du Faso Foot, club Ageb, poste attaquant. Dans ce secteur de jeu, il aura fort à faire pour s'imposer au regard de la concurrence devenue très féroce. Être attaquant, c'est pas facile. Il faut tout faire pour bousculer la hiérarchie et on va s'adosser un peu aux aînés et puis bon, faire de notre mieux aussi pour pouvoir rester dans le groupe. Avec sa chevelure dorée, Gafa Sirima, poste attaquant, club Baltika, 2e division russe, fait partie des nouveaux venus. Il y a certains grands frères gens comme Alain Caboué que je connaissais déjà. Donc mon intégration a été faite aussi rapidement parce qu'ils m'ont soutenu dès mon arrivée. Certes, il y a beaucoup d'attaquants, mais c'est à moi de montrer ce que je vaux et c'est à moi de travailler pour avoir la confiance du coach et pouvoir avoir ma place un jour. Symbole de la large ouverture du sélectionneur Yaya Banoro, sociétaire de Londrina en 2e division brésilienne, est une solution dans le milieu du terrain. Et la surprise du chef, Ben Aziz Zagré, défenseur de la GEB, convoqué à la dernière minute après le match amical étalon junior, étalon senior. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, la revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Situation chaotique à l'hôpital Yalagdo dépeinte par les journaux du jour. Des révélations troublantes faisant état de panne fréquente d'équipements, de rupture de consommables et de réactifs, notifiés par le SINCHA dans Aujourd'hui au Faso. Un cadavre pris en otage, souligne l'observateur Palga, après agression de 3 agents de santé par les accompagnateurs d'un accidenté suite au décès de ce dernier. Les jeunes ayant aménagé la sépulture menacent de descendre à Yalagdo pour réclamer le corps de l'adolescent, poursuit ce journal. Le pays note un arrêt de travail observé après l'agression pour exiger l'arrestation, le jugement des agresseurs et un minimum de sécurité pour les travailleurs, précise Aujourd'hui au Faso, qui indique par ailleurs qu'une erreur à la morgue de Yalagdo a fait enterrer un catéchiste selon le rite musulman par une famille musulmane. Devant ces faits, poursuit-il, décision est prise par la famille de déterrer le corps pour l'enterrer selon le rite chrétien. Face à cette situation, le quotidien enjoint l'État de prendre le taureau par les cornes pour améliorer les conditions de travail des centres de santé et garantir une santé de qualité pour tous, premier facteur de la production économique selon le journal. Lutte contre l'insécurité au G5 Sahel, les lignes commencent à bouger, souligne le pays. 50 millions de l'Union européenne pour le G5 Sahel, la bande sahélo-saharienne doit se rincer le visage, lance Aujourd'hui au Faso. Cette dotation sonne comme le la du début de l'activation de la force G5. Cependant, il faut craindre que cette force commune ne soit en fin de compte qu'un pétard mouillé, martèle l'observateur Palga. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.